Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici, au Grand Bleu, tout se passe pour le mieux. L'équipe du Labo Média, composée de lycéens lillois, étudiants à l'université ou même à l'Académie ESJ, a préparé pour vous une émission autour du thème de la culture. Au programme des chroniques, des reportages, des interviews et même des concerts en live, alors restez avec nous. Un petit coup d'œil dans le rétro pour commencer. Retour sur un spectacle qui s'est achevé le 21 décembre au Théâtre Sébastopol de Lille, intitulé Quand je serai petit. C'est un projet porté par deux amis, Tony Melville et Usmar. Suzy, vous étiez à cette dernière représentation ? Oui, tout à fait, Lou. En fait, après 5 ans et près de 200 représentations, les artistes Tony Melville et Usmar ont bouclé leur tournée en fanfare dans une salle comble. Alors, pour l'occasion, ils s'étaient associés au théâtre Le Grand Bleu de Lille pour inclure dans le spectacle l'harmonie de l'Île-Five ainsi que 170 élèves de la région Hauts-de-France. Je vous propose de regarder ce reportage tourné avec Nessim Abdi. Revivre quelques passages. En fait, ce spectacle a été créé il y a 5 ans. Ils ont joué plus de 200 fois. Le projet de Quand je serai petit, terminus Sébastopol, en fait, est né d'une volonté, en fait, avec Tony Melville et Usmar, d'imaginer un enterrement de première classe de ce spectacle. C'est quand même vache, ils auraient pu laisser des vivres. Une boussole, une couverture, une lampe de poche, quelques livres. Si j'avais su, je me retrouverais là dans cette galère. J'aurais jamais laissé chez moi ma cape, mon épée laser, je crois. On va retrouver ce soir, en fait, sur le plateau, le spectacle Quand je serai petit, augmenté, en fait, de la présence de 170 enfants et de 40 musiciens de l'harmonie de l'Île-Five. Dans tes yeux, dans tes jeux, je grandis. Toujours un peu. En fait, nous souhaitions travailler avec des enfants des territoires de la région des Hauts-de-France. Donc, on a trouvé 7 partenaires sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Donc, il y a 7 groupes d'enfants de 7 territoires différents qui ont travaillé. Donc, c'est vrai que c'est une très, très grosse organisation. Je serais devenu ministre des Finances. Je serais installé aux 4 coins de la France. Des imprimantes à qui ce sera gratuit pour tout le monde et des machines à sous qui gagnent à tous les coups. Moi, général en chef des armées de la France. Eh ben, c'était super sympa, super, divertissant. Et puis j'ai bien aimé l'énergie des enfants, le mélange de styles avec l'orchestre, le rythme et puis tous les chants proposés en fait. C'était vraiment très 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 sympa. L'amour sera infini, on sera tous beaux et forts. On n'a plus besoin de faire de sport. Tout le monde sera super content, super heureux, super content et je serai réélu. Dans ce spectacle, l'enfant est mis à l'honneur, c'est bien ça ? Oui, et comme vous le voyez sur les images, l'enfance est vraiment centrale dans ce spectacle. Tony Melville l'a imaginé à partir de ses souvenirs d'enfant et de ses interrogations sur le fait de grandir. Donc il en ressort des thèmes actuels, modernes, mais aussi parfois un petit peu lourds, qui sont toujours traités avec beaucoup de justesse et de dynamisme. Jomana, Laurie et Laura sont allés rencontrer les enfants et les musiciens pour recueillir leurs impressions. Je m'appelle Maëlle. Simon. Bonjour, je m'appelle Julie. Je m'appelle Gaëlle, je suis bassiste et je suis à l'ESMD. Je m'appelle Virgile et je suis batteur et je suis à l'ESMD. J'ai 9 ans. 9 ans. J'ai 10 ans. Je m'appelle Laurie, j'ai 21 ans, je fais du corps d'harmonie. Bonjour, je m'appelle Victor et je suis tromboniste à l'harmonie de l'Île-Five. De plus en plus, les musiciens sont amenés, les musiciens et les artistes, pas que les profs, sont amenés à intervenir dans les écoles pour amener la musique partout en fait et pour faire découvrir vraiment les conditions des spectacles aux enfants. Et donc comme ça fait partie du métier de musicien et d'artiste, on a été amené à découvrir un peu cette partie du métier. De chanter, de peut-être faire rire les gens ou qui pleurent. Sur scène, on doit chanter. On a guidé des écoles, donc des groupes d'enfants, certaines classes d'écoles de Verviers Sud, de Gauchy, de Drocourt. Et on les a fait interpréter des chansons du spectacle Terminus Sébastopol.
avec Usmar et Tony Melville. Donc on a un peu réarrangé toutes ces chansons selon ce qu'on avait envie d'en faire en fait. Voilà, une fois qu'on a réarrangé ces chansons, il y a eu des spectacles qui s'appelaient Les Belles Sorties, donc dans chaque ville, par exemple Seclin, à la Maison Bourdin, etc. Et là, ce soir, c'est la réunion de toutes les écoles pour le gros concert en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Terminus Sébastopol. C'est la grosse teuf sur scène quoi. Avec 170 enfants à gérer dans les coulisses et à faire chanter sur scène, à faire s'éclater quoi. Je sais que c'est pas très réjouissant. Laissez-moi rêver que j'ai 6 ans. Ça fait bien 15 ans. Voilà, et si vous avez apprécié ces quelques images, sachez que Tony Melville et Usmar sont d'ores et déjà de retour avec un nouveau spectacle intitulé Manque à l'appel. Merci Suzy. En 2020 aussi, il se passe des choses au Grand Bleu. C'est la troupe espagnole Bling Flash Duncan qui est venue faire la première représentation de l'année. C'était du 23 au 25 janvier. Le spectacle dédié aux plus de 2 ans. Ça n'a même pas empêché Clara d'y être au premier rang. Et oui, Lou, en tant qu'enfant ayant un âge supérieur à 2 ans, mon intellect s'est senti plus que stimulé lors de ce spectacle. Cette représentation haute en couleurs révèle le jardin secret d'une fillette. On peut s'imaginer immergé dans l'univers d'un enfant malicieux, des décors changeants reflétant ses propres émotions, entre gouttes de pluie, bruit de grains de sable qui glissent et une pluie de cœur littéralement sur tous les enfants. Le tout nous transporte dans un lieu où le regard des autres ne compte plus et la libre expression devient son maître mot. La danseuse Isadora Duncan nous amène dans un monde de douceur et de rêve. On a un enfant qui rêve sur l'univers, sur l'espace, et on passe à la ballerine qui se fait acclamer par les foules. On découvre finalement une jeune fille qui se laisse aller et découvre un monde des possibles jusque-là inconnu. Ainsi, contrairement aux autres spectacles auxquels on a pu assister, les enfants ici sont vraiment largement sollicités et deviennent en quelque sorte acteurs du spectacle. Au sortir de celui-ci, on peut voir des sourires sur le visage de ces enfants qui ont vécu une réelle interaction avec le personnage principal, voyant en elle sans doute un reflet d'eux-mêmes. En bref, une belle découverte pour l'année 2020 qui débute. Merci Clara. Il y a un autre spectacle en préparation au Grand Bleu, c'est celui de la metteur en scène Aude Denis de la compagnie Par-dessus bord. Sa dernière création s'appelle Rouler jeunesse. Juliette et Jomana sont partis à sa rencontre. Le spectacle Rouler jeunesse, c'est un texte au début, c'est un texte de Luc Tartare. Voilà, ça se présente, c'est une trentaine de courts textes qui sont soit des solos, soit des duos, et qui en fait ce sont des secrets. Plus exactement, ce sont des révélations de jeunes gens, d'où le titre d'ailleurs, Rouler jeunesse, qui racontent des premières fois, des premiers émois, des premiers désirs, des premiers ratés aussi. Voilà. En fait, l'idée de la compagnie, c'est de faire des spectacles à partir de voilà, par exemple 3 ans, 10 ans, 15 ans, celui-ci il est à partir de 14-15 ans, c'est bien à partir d'eux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé l'âge de 3 ans, c'est bon, on peut venir voir le spectacle, mais même si on en a 82, c'est bon, on peut venir quand même, quoi. L'idée c'est de ne pas s'adresser que aux jeunes gens. Donc à chaque fois que je crée un spectacle, je me dis toujours, il y en aura au moins un dans la salle pour qui c'est la première fois. Le théâtre... enfin pour moi évidemment, mais c'est une chose essentielle. Mais l'art en général, c'est pareil pour la musique ou la peinture, c'est-à-dire que c'est ce qui nous sauve en fin de compte. C'est pas ce qui nous guérit, mais ça nous sauve, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est aussi une des envies de se dire que voilà, parler à la jeunesse, c'est aussi leur dire cette chose-là, elle existe. Voilà, après on n'est pas tous obligés d'être complètement fous de théâtre, hein, c'est pas la question, mais en tout cas qu'on ait au moins eu la chance d'avoir une première rencontre. Pour se dire que oui, ça peut être essentiel à nos vies. Notre travail dans la compagnie, on se pose vraiment la question de l'essentiel du théâtre. Donc on s'est dit un texte, des acteurs évidemment, des spectateurs, ce serait bien. Donc voilà. Et puis pour moi en tout cas dans mon travail, il y a besoin toujours de quelques objets. On retrouve des objets d'un spectacle à l'autre. Et donc effectivement, il y a toujours une échelle dans mes spectacles. Et pour moi, c'est vraiment l'objet, l'échelle de l'endroit d'où l'on parle, quoi. C'est-à-dire que là aussi, pour la question de l'essentiel au théâtre, je me dis toujours, si vraiment il restait rien, on pourrait toujours prendre une échelle et on se mettrait debout sur une échelle et on pourrait dire un texte. Et voilà, c'est la scène par excellence. On est un petit peu en hauteur, on est sur une scène, quoi. En fin de compte, tout simplement. On ne le sait pas toujours, mais Lille possède une scène rock très complète.
La preuve avec le groupe Attempt qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Maxence, Nathan et Hugo, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer comment est-ce que le groupe a été créé ? Attempt, c'est un projet qui s'est formé il y a 2 ans, on peut dire. C'était quand moi j'étais au lycée. J'avais l'habitude de skater avec Max. Et un jour, on s'est rendu compte que tous les deux, on faisait de la musique. Et lui avait déjà un groupe avec Simon qui est absent aujourd'hui. Et par la suite, au lycée, j'ai rencontré Nathan et on l'a intégré dans le groupe. Ok. Comment et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom de groupe ? Vas-y, tu sais par l'origine pour le nom. Attempt de base, ça veut dire, en traduction littérale en anglais, ça veut dire essai, une tentative. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaye de montrer dans notre musique, déjà par notre configuration scénique et par nos chansons qui sont de tous les styles, on pourrait dire. Et ça vient aussi d'une anecdote. Avant, on avait beaucoup l'habitude de faire du skate, et on regardait beaucoup de tutoriels de skate, et ils avaient l'habitude de dire « For your first attempt », on a décidé de prendre ce nom-là. 2 syllabes, c'est ce nom-là. Est-ce que vous souhaitez devenir professionnel dans le milieu de la musique ? Oui, je pense que oui. Vous reprenez des musiques célèbres, mais vous jouez aussi vos propres compositions. Comment est-ce que vous vous organisez au sein du groupe ? Est-ce que vous recevez de l'aide extérieure ou pas ? Alors oui, au début en effet on jouait des reprises, mais après on a commencé à se dire qu'il fallait plus jouer vraiment nos compositions et faire des concerts avec notre propre patte, nos propres compositions. Mais pour ce qui est de la composition, le plus souvent c'est au feeling, mais de l'aide extérieure, forcément on prend les inspirations des personnes qui nous entourent, qui jouent de la musique avec nous. Et sinon en termes de composition, c'est un moment, je sais pas, ça peut être très bien Hugo comme moi à la batterie, au lieu que ce soit Simon, et chacun trouve une partie intéressante. Au final, l'un fait jouer sa partie à l'autre, et au final, c'est comme ça. Ouais, on essaie toujours de mettre en commun. Après, il y en a qui arrivent avec des compositions parfois assez complètes, soit une partie de guitare, ou comme disait Nathan, avec une partie de batterie. Et après, ouais, on met en commun et on jam, et puis voilà, quoi, on essaie de voir un peu. Ok. Où est-il possible de vous voir sur scène prochainement ? Alors pour l'instant, on joue pas sur scène, puisqu'on est en train d'enregistrer pour notre 2e EP, qui va sortir incessamment sous peu. Donc du coup, voilà, pour l'instant, on ne prévoit pas de jouer. Ok. Vous pouvez nous faire une petite démo ? Vas-y. Donc le morceau qu'on va jouer s'appelle Kitchen et fait partie du premier EP qu'on a sorti. Mais en cachette, il suit une 2e transformation qui va être sur le 2e EP. Yes, it's clear for the compress. It's a relaxation for you. She shake the glasses, she shake the balls. She shake the glasses. So bang bang with your hand, with your feet. So bang bang. Oh, bang, bang, with your hands on. As you looking for your woman, as you looking for your woman. So bang, 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 with your hand, with your feet. Put your fucking computer money chair. Oh, you things take the time, but this is a time
Bravo et merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte. Alors, peut-on considérer Supertramp comme l'idéal musical absolu ? À cette question, Clara, notre chroniqueuse, répond oui, 3 fois oui même, avec son œil très objectif de journaliste d'investigation. Effectivement, aujourd'hui, il faut que nous ouvrons les yeux de nos confrères à peine plus jeunes que nous, épuisés des célèbres et non moins connus, Aya Nakamura, Jul, PNL et autres grands artistes considérés comme faisant partie de la génération Y. Pour emparer face à ces génies du mal, il est de mon devoir de m'atteler à une tâche délicate, cultiver les jeunes esprits afin de sauver les générations futures et empêcher l'effondrement sonore. Vient alors à vous l'incontournable, que dis-je, l'exceptionnel groupe de rock progressif formé à Londres en 1960, qui servira alors de base pour éduquer les plus jeunes et ceux dont la culture se limite à l'émission « On a échangé nos mamans » ou alors l'illustre « Touche pas à mon poste ». Nous nous retrouvons ici pour célébrer aujourd'hui leurs 51 ans, à défaut de plus de précision sur leur page Wikipédia. Voici alors un top 5 des raisons qui font de Supertramp un incontournable. Primo, le saxophone. Voilà, il ne me semble pas que ce point semble à être développé en particulier. Même pour vous, ex-Belieber, vous devriez reconnaître son doux son. Secundo, à peine plus âgé que votre grand-père, Roger Hudson pète toujours la forme puisque se rend au Main Square le 5 juillet. Pour nous en mettre plein les oreilles, une bonne occasion pour vous acheter une culture musicale. Tercera, la plupart des chansons durent plus de 10 minutes. Ainsi, vous pourrez vous servir de cette excuse « j'écoute une chanson et je me lève » pour rester plus longtemps au lit le matin. Ensuite, quarto, si vous n'êtes toujours pas convaincu, mon avis est là pour vous servir. Pour moi, inégalé jusqu'alors, il reste une excellente entrée en matière pour vous permettre de briller par intermittence lors de dîners mondains si vous êtes invité par erreur par quelqu'un. Et last but not least, une fois entré dans ce tourbillon infernal, il paraît peu probable que vous en sortiez. Vous découvrirez alors un monde inconnu des plus extraordinaires à base de Dire Straits, Pink Floyd et Nirvana. Et dès lors que vous aurez jeté tous vos albums qui ne sont des classiques que pour vous, vous pourrez alors affirmer à tous que maintenant, vous avez tout. En bref, écoutez Supertramp et vous verrez plus longtemps et avec plus de style. Cela serait d'ailleurs un Crime of the Century, le nom de leur plus célèbre album, mesdames et messieurs les incultes, de ne pas, après cette fulgurante démonstration, aller écouter quelques-unes des pépites listées ci-dessus. Vos devoirs pour la prochaine semaine sont Don't Leave Me Now, School, It's Raining Again et Dreamer. Merci Clara. Alors maintenant, on a à accueillir sur notre plateau Mascara, composé de Sam et de Yasmine, qui sont un duo musical pop-rock lillois, aux cheveux noirs et aux yeux maquillés, comme ils aiment se décrire. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Donc en rapport avec la chronique que je viens de faire, j'ai une question. Quand on parle de Supertramp, qu'est-ce que ça peut vous évoquer ? Est-ce que vous étiez déjà adepte de ce groupe ? Ou alors j'ai réussi à vous convaincre de les porter dans votre cœur jusqu'à la mort ? Moi je connais que les classiques, mais ouais, Breakfast in America, c'est tout. Moi j'ai un peu honte du coup, mais je fais partie des incultes, mais j'ai été convaincue. Je tiens à ce que vous fassiez vos devoirs pour la semaine prochaine. Non, mais ça sera fait. Parfait. Alors du coup, vu qu'on ne peut pas vous mettre en concurrence avec Supertramp, on va plus parler de vous et on a quelques questions. Donc par exemple, comment est né votre projet, ce duo entre... Eh ben, il est né en mars 2019. En fait, de base, c'était pas un duo du tout. On a voulu faire un clip, moi je tournais en solo. Et j'ai rencontré Yasmine à la fac à Lille 3. On a fait une soirée ensemble, on a chanté. Et du coup, on a fait un morceau en duo. C'était un morceau de pop. Et on a vu que ça marchait bien, que ça plaisait bien aux copains. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas continuer. Voilà. Et pourquoi vous vous êtes appelé Mascara ? Alors, c'est pas hyper original, mais en fait, notre première chanson, elle s'appelait Mascara. Vu qu'on doit être un peu des flemmards, on s'est dit, bon, allez. Mascara, mais ça s'est dit que suffit. c'était accrocheur plutôt. Ouais, avec deux A, voilà. Histoire de différencier. Ok, d'accord. Et ensuite, quand vous écrivez des chansons, comment est-ce qu'elle vous vient l'inspiration ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents, des lieux où vous sentez mieux pour écrire Je pense qu'il y a un fil conducteur de nos chansons. C'est un peu les personnages, la vie, des situations un peu marrantes qu'on décrit, qu'on a vécues et que tout le monde a vécu d'ailleurs, je pense. D'ailleurs, notre première chanson, elle traite un peu de la friendzone, bon, plus joliment dit, mais voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que vous écrivez ensemble ou chacun de votre côté, vous mettez en commun ? Comment ça se passe ? Souvent, moi, je compose des instrus à l'avance. Enfin, on écrit rarement avant de composer. Et du coup, une fois que j'ai une idée d'instrumental, une idée de musique, je la propose à Yasmine.
Yasmine valide, on valide ensemble et puis après on écrit au fur et à mesure. C'est assez hasardeux comme procédé, mais ça marche pour l'instant, donc voilà. Okay. Après, plus pratique, est-ce que vous arrivez plutôt bien à gérer est-ce que ça vous prend beaucoup de temps par rapport à des études ou d'autres projets, ou vous arrivez à plutôt bien gérer les deux, questions de temps Ça dépend, mais moi j'arrive à peu près à jongler avec, ça prend beaucoup de temps, mais c'est faisable quoi. Et puis surtout, je pense que j'en ai envie et on en a envie. C'est surtout ça, ouais. On s'organise en fait, c'est-à-dire que ça nous est arrivé d'avoir des concerts en plein partiel et puis bon, on s'arrange avec l'administration de la fac pour gérer ça, mais généralement ils sont assez indulgents, je pense, là-dessus. Et après, est-ce que vous pouvez du coup nous jouer une de vos chansons pour qu'on voit un peu? Avec plaisir. Bah oui, carrément. On va vous chanter Jalouse. Natacha ou bien Miguel, les danseurs de salsa, sensuels. Dis de quoi? Non mais comment ça? Ouais chérie, je bois pas. Je suis jaloux. Dis de quoi? Fais pas le sou. Non mais comment ça? Je suis jaloux. Ouais chérie, je bois pas. D'avoir fait entrer dans votre monde. Autre bonne nouvelle, cette semaine, le rocker lillois Élie Pichard sort son nouvel album. L'occasion de l'accueillir sur notre plateau. Bonsoir Élie. Bonsoir, merci pour l'invitation. Pas de souci. Bonsoir. Donc Élie, vous êtes un artiste rock de 25 ans. Vous avez sorti votre premier album en 2015, donc The First EP of EP. Et un deuxième est sorti ce lundi, disponible donc sur les plateformes musicales en ligne. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Depuis que je suis né, je baigne dans cet univers. Je veux dire, depuis que je suis gosse, je vais à des concerts, j'écoute de la musique, il y a toujours de la musique chez moi, donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'aller dans ce milieu. Et donc votre deuxième album sorti cette semaine, il est le fruit de combien de temps de travail? C'est des compositions qui sont écrites depuis plus de 5 ans déjà. Et c'est vrai que la rentrée en studio, ça demande quand même un certain investissement. C'est la raison pour laquelle, c'est pour ça qu'il y a une certaine durée entre les compositions et l'enregistrement en studio. Et vous pouvez nous faire découvrir un morceau? Bien sûr. Vous s'installer. C'est une chanson du nouvel album. Cette chanson s'appelle Time Flies. Growing
pourquoi avoir choisi de chanter en anglais? Pareil, la musique que j'écoute depuis que je suis enfant, ça a toujours été de l'anglais, donc j'ai pas réfléchi. Ça marche. Quelles sont, selon vous, donc les 3 musiques, les meilleures 3 chansons de tous les temps? Ça, c'est compliqué. La première serait Everybody's on the Run de Noel Gallagher. Pour la deuxième, je dirais The Clairvoyant d'Iron Maiden. Et la troisième, Same Old Thing de Roxy Music. Et on sent beaucoup donc, d'influence de groupes dans vos chansons, telles que Oasis, Pink Floyd ou Nirvana. Comment est-ce qu'on fait avec toutes ces influences pour s'en départir et créer sa propre identité? C'est vrai que dans la composition, des fois je réfléchis pas, je fais de la guitare, je me dis c'est sympa, du coup je l'enregistre et c'est vrai que sur le long terme, on écoute et on se dit ah mais ça ressemble quand même pas mal à ça, mais au final il n'y a aucune intention de vouloir ressembler à tel ou tel style, je veux dire. La composition c'est un processus quand même qui est assez mystérieux. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci Élie. Actualité musicale toujours, Benoît va nous présenter les nouvelles sorties rap du mois. Bonjour, bienvenue pour le top rap FR du mois. Alors on commence d'abord en 3e position avec Gambi et Eus l'Enfoiré dans l'espace. C'est un duo surprenant pour un son surprenant. Le livreur de sushi qui nous donne toujours le sourire a d'abord débuté avec La Gustave qui le fait accéder à la notoriété. Et sortant avec la Warner les titres EO et Pop Pop Pop, certifiés platine et diamant, Gambi s'ouvre la fame et enchaîne avec des feats comme TZ et Hamza. Il ne s'arrête plus car ce mois-ci, le voilà avec le titre Dans l'espace. Le duo contradictoire fait du bien, un Gambi survolté et un Eus toujours comme il est. Il nous envoie dans l'espace pour fumer ce son. La question est, qui l'arrêtera? Ensuite, en 2e, question-réponse de Larry. Il est sorti il y a peu, il vient tout juste de sortir. Il est chaud, il est bouillonnant, comme son auteur. Larry, qui est entré dans la cour des grands grâce à Sacoche, continue maintenant son ascension vers les charts avec ce question-réponse. Le clip toujours dans l'ambiance du deal et de la drogue, et le son avec la même empreinte dans la même mixtape. Bien que l'on puisse sentir une patte venant de son dernier EP Block avec Bouscapé, puisque le titre sonne plus doux à nos oreilles que les grands Beatles ou Gamme. Et on n'est pas déçus. Surtout, ça sent le nouvel album pour notre amoureux des blondes. Et ainsi, après Ouin Ouin avec RK, notre Larry s'envolera-t-il encore plus haut? À suivre. En 3, Jamais avec... En premier, excusez-moi, avec Jamais Mr V, feat PLK. Bien que sorti en décembre, Jamais Mr V en featuring avec PLK est, je vous l'assure, très important pour les futures sorties courant 2020. En effet, les deux rappeurs se connaissent depuis pas mal de temps et nous ont sorti un single très lourd avec un clip sublime pour annoncer la sortie d'un nouvel album de Mr V qui est encore dans le top 10 d'ailleurs des morceaux FR du moment. Yvick, que vous connaissez depuis pas mal de temps sur le net avec ses fameux rap versus réalité qui bouleversent la toile à chaque nouvelle édition, avait déjà sorti un premier album, Top Album, qui avait explosé à peine sorti. 18 titres sur le thème 80s type Miami Vice ont été annoncés sous forme de téléachat et rappellent une certaine atmosphère nostalgique. On est alors sûr que MVP fera de l'effet. Soyez prêts ce 31 janvier. Eh bien, merci Benoît. Place au débat maintenant. S'il y a une question qui fait polémique ces derniers temps, c'est celle de l'écrivain Gabriel Martneff. Dans son roman Le Consentement, l'éditrice Vanessa Springova revient sur sa relation avec l'écrivain lorsqu'elle n'avait que 14 ans. Toute sa vie, Gabriel Martneff a décrit les relations qu'il entretenait avec des enfants et des adolescents. Fallait-il publier ses écrits? Naïla, vous n'en voyez pas d'inconvénient? Oui, en effet. Parce que tout d'abord, je crois que Martneff est un grand écrivain, n'en déplaise aux détracteurs. On peut s'assurer de son talent. Il a reçu le prix Renaudot en 2013 pour un essai. Séraphin, c'est la fin. D'ailleurs, il a loupé de très peu le prix Renaudot
en 2006 pour Voici venir la fiancée. Et il a aussi loupé le grand prix du roman de l'Académie française en 2000 pour Mama la Tourchie. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes contre du coup? Oui, alors on parle de prix, on parle de renommée. Dans ce cas-là, oui, cet écrivain a beaucoup de connaissances dans le milieu. Et, il est à l'abri un peu de toute poursuite pénale justement grâce à ça, et il bénéficie d'un large appui au sein du monde littéraire. Mais est-ce que la notoriété, est-ce que le fait de connaître des gens importants pourrait laisser le privilège de parler uniquement d'un amour qui est un peu interdit? Il parle d'un troisième sexe, le sexe qui parle des enfants de 10 ans à 16 ans. Il dit qu'on peut l'appeler comme un bisexuel qui aime le nouveau genre sexuel. Il s'identifie comme quelqu'un de bien intentionné. Est-ce qu'on peut dire qu'un violeur peut être bien intentionné? Je ne pense pas. Et Neila, alors vous êtes pour du coup la publication de ces écrits, mais la question est d'une certaine manière autobiographique. Est-ce que publier ces récits, sachant que ce qui s'est passé est réel, est-ce pas un problème pour vous? Judiciairement, évidemment, c'est un problème. Il mérite d'être condamné. Et ça, c'est à la justice de faire son travail. Par contre, d'un point de vue littéraire, ces romans ont été largement appréciés dans les années 70 et 80. Ils étaient achetés par bon nombre de lecteurs. Évidemment, dans la société dans laquelle on vit, c'est moins le cas. Et Massenet, aujourd'hui, je ne pense pas que ces livres seraient achetés, mais à l'époque, ces livres étaient achetés, ils étaient appréciés. Dans cette mesure, je ne vois pas pourquoi on ne les aurait pas publiés. Alors, une dernière question. Voyez-vous une différence entre artiste et œuvre? Évidemment, il y a une énorme différence entre l'artiste et l'œuvre. Dans le cas de Matzneff, c'est particulier parce que son œuvre est liée à sa vie et lui à lui-même. Et donc, mais moi, je pense qu'il faut quand même les dissocier. Il parle de sa vie, on peut être contre et donc décider de ne pas lire le livre, mais on peut apprécier et vouloir le lire. Moi, je vois aucun problème. Et vous, Laurie, qu'en pensez-vous? Je suis assez tendue sur le sujet parce que les livres parlent essentiellement des victimes. Et est-ce qu'on pense à la victime qui va lire ce livre, qui va se retrouver dans des phrases vraiment très précises, très crues? Est-ce qu'on va penser un peu à son traumatisme qui va ressurgir, qui va se vendre à des unités extrêmes? Est-ce qu'on pense à ça, à cet homme qui se fait de l'argent sur le dos de ses victimes? Et il dit que les jeunes étaient consentantes. Mais pour moi, la jeunesse, c'est un peu comme un moment d'ivresse qui dure des années. On est un peu... on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on découvre tout d'un œil nouveau, on est vulnérable. Est-ce que c'est pas lui qui devrait se remettre en question par rapport à un enfant en face de lui qui le voit avec des grands yeux et avec un certain respect? C'est assez embarrassant. Ok, bah super, merci beaucoup les filles. Ok. Après la rubrique musique, le petit débat, comment réaliser une émission sans parler de cinéma? Elora et Zoé reviennent sur 2 films qui les ont marqués. Elora, vous avez adoré Les Enfants du Temps de Mayoko Shinkai, réalisateur japonais qui a fait sensation en France avec son dernier film Your Name, revient cette année avec un animé époustouflant autour de sujets d'actualité. C'est le drame que l'on attendait tous. Les Enfants du Temps, c'est l'histoire d'Odaka, un jeune musicien fugueur devenu journaliste, et la jeune Ina, fille soleil, une prieuse, capable de faire cesser la pluie qui ravage Tokyo depuis des mois. Ensemble, ils vont résoudre le mystère des prêtresses du temps. L'histoire nous est racontée par le point de vue de Odaka, perdu dans une ville qu'il ne connaît pas, ce qui nous permet de voyager et vers l'inconnu en même temps que lui. Mais le plus étonnant pour nous, c'est de voir cet univers plongé dans une pluie qui ne cesse pas.
Donc vous l'aurez compris, le réalisateur japonais a fait de ce problème météorologique l'enjeu principal du film. Climat, environnement et jeunesse, Makoto Shinkai a voulu insister sur les problèmes qui sont aujourd'hui au cœur des débats internationaux, tout en nous plongeant dans une histoire sentimentale. Ce film, c'est aussi un questionnement sur comment la nouvelle génération peut ou doit aborder le monde autrement, trouver des solutions et comment le temps joue sur nos émotions. Techniquement, visuellement, narrativement, le film est incroyable. Makoto Shinkai nous fait voyager au cœur d'une performance émotionnelle, visuelle et sonore qui travaille sur des effets d'eau, de reflets et d'émotions. Le message est simple et évident. C'est grâce au travail que fait le film et qui nous montre progressivement en puissance, grâce à une puissance poétique dans les derniers instants. Tokyo est peu à peu détruit et laisse place à la lumière des deux protagonistes. C'est en effet la deuxième critique visible sur le plan des grandes villes, nos sociétés numérisées. La mégalopole est à la fois l'action et le personnage principal. Le réalisateur insiste sur la surpopulation, l'abondance de détails inutiles et un espace submergé par les technologies. Seul le soleil permet à la ville de retrouver son humanité et un côté paisible. Bref, les enfants du temps ne sont pas loin de surpasser Your Name. C'est un énorme plaisir d'être replongé à nouveau au cœur de l'univers de Makoto Shinkai. Je ne peux que vous le conseiller. Eh bien, merci beaucoup. Un autre film a bousculé le cinéma français en 2019. Ce sont Les Misérables, un drame policier réalisé par Lady Lai. Zoé, qu'en avez-vous pensé? J'ai beaucoup aimé. Alors, tout d'abord, ce film a été présenté au Festival de Cannes l'année dernière, où il a remporté le prix du jury. Il est sorti sur nos écrans le 20 novembre dernier et désormais il est en lice pour les Oscars 2020 dans la catégorie meilleur film international. Donc, durant plus d'1 heure et demie, on suit Stéphane qui intègre la BAC, c'est-à-dire la brigade anti-criminalité, à Montfermeil, ville de banlieue parisienne située à Saint-Denis. Dès son arrivée, en fait, il découvre le climat de tension qui règne entre policiers et les jeunes de la ville, et il est confronté à une arrestation criminelle. Le lien avec Les Misérables est assez clair, puisque l'auteur, en fait, s'est inspiré de la ville et il a situé plusieurs épisodes de son roman. De plus, le film se conclut sur une citation de Hugo, que je vais vous lire. Mes amis, retenez ceci. Il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. À méditer donc. Ce film m'a fait l'effet d'un électrochoc. Tout d'abord parce qu'il nous fait prendre conscience en fait, de la réalité de la vie en banlieue et de toutes les violences qui s'y passent. Ce que je trouve le plus réussi, c'est vraiment la fin, parce que le réalisateur ne donne pas de jugement définitif et il laisse vraiment le spectateur juger par lui-même. Et on se demande vraiment qui sont les véritables responsables de ces violences. Est-ce que ce sont les policiers, est-ce que ce sont plutôt les jeunes, ou même le gouvernement qui ne semble pas impliqué et prêt à résoudre ces problèmes de société. Donc avec cette fin ouverte aussi, on évite la caricature. En parlant du gouvernement, Emmanuel Macron, en novembre, après avoir visionné le film, a déclaré être bouleversé par sa justesse et aurait demandé à son gouvernement d'agir pour améliorer la condition de vie dans les banlieues. Bon, des propos qui datent de novembre et qui ne sont toujours pas transformés en actes. Donc, affaire à suivre. Si vous ne l'avez pas encore vu, le film est toujours au cinéma. C'est difficile à voir, mais c'est essentiel parce que ça nous permet de vraiment saisir la détresse et la violence qui rythment le quotidien de beaucoup de gens dans ces quartiers, dans ces villes de France. Et ça permet aussi de sortir des clichés que nous avons souvent. Eh bien, merci beaucoup Zoé. Un film peut-être à mettre en lien avec Banlieusard aussi, dont Kerry James avait joué aussi également. Un peu d'humour pour terminer notre émission avec Thomas Dezer, l'humoriste invité d'Elora, qui joue actuellement son spectacle Partout en France. Bonsoir. Bonsoir, salut. Bonsoir. Bonjour Thomas. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je vais le faire tout de suite. Avant, je reviens un peu sur la ligne édito de l'émission que je trouve assez intéressante parce c'est un peu un entonnoir inversé ce que vous avez fait aujourd'hui. On a mis un petit peu de musique pour nous mettre de bonne humeur. Et après, il y a eu un espèce de débat très très plombant quand même. Et on s'est dit, tiens, on va refoutre un peu de cinoche derrière parce que ça fait du bien. Et on se permet quand même de dénoncer Macron tranquille après, juste derrière. Je trouve ça intéressant. Bravo le EJ, bravo à vous. Et bravo pour il y a un 4 quarts aussi au chocolat qui est là, parce que les gens qui regardent l'émission le savent pas, mais on est très bien accueillis, donc il y a un 4 quarts au chocolat.
type savane, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est assez délicieux. Je m'appelle Thomas Dezer, enchanté, je suis humoriste effectivement. Pas que, je vais me présenter, donc j'ai un spectacle qui s'appelle Bien, que je joue effectivement à Lille, à Paris, un peu partout, je tourne un peu en France avec ça. Un spectacle que je peux pitcher assez rapidement, c'est l'histoire de quelqu'un qui cherche absolument quelque chose à raconter pendant 1 heure à son public et qui galère un peu à trouver parce qu'il lui est pas arrivé grand chose dans la vie. Et du coup on passe un moment assez long mais j'espère assez agréable avec le public. Et à côté de ça je suis aussi podcasteur, je fais du podcast audio et je fais aussi des voix off, ce genre de choses. Voilà. D'accord, et pourquoi avoir choisi ce métier ? Ah bah ce métier, moi depuis toujours j'ai voulu faire ça. Sur mes fiches d'orientation en CM2 vous pouvez aller vérifier, vraiment. Je mettais que je voulais être humoriste et j'ai fini par le faire alors qu'à la base j'ai suivi un cursus de chef de produit, j'ai fait des études, j'ai un master qui me sert absolument à rien aujourd'hui mais c'était une vraie envie au fond de moi de dire des choses sur scène et juste, enfin, plutôt dans mon cas plutôt de rien dire sur scène et c'est ce que je fais pendant 1 heure régulièrement. Voilà. Et donc comment avez-vous commencé ? En fait, à force de voir tous les gens qui sont humoristes ou qui ont envie de devenir humoristes, ça leur arrive, il y a quelque chose qui te titille à l'intérieur de toi. Tu te dis, il faut que je le fasse, il faut que j'essaye de le faire. Il y en a qui passent le pas, il y en a qui ne le font pas. Et en fait, il existe un système de scène ouverte partout en France où tu te proposes, et même si tu n'as pas d'expérience, tu peux jouer dans des cafés-théâtres. Tu essayes 10 minutes et tout, alors le rendez-vous se fait ou se fait pas. Moi, en l'occurrence, il s'est fait, la première fois que j'ai joué, ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'est jamais un dieu du stand-up en 2 secondes, hein, mais moi ça s'est plutôt bien passé et assez vite j'ai été repéré par la chaîne Canal+, qui fait que ça m'a conforté dans mon envie d'avancer dans le métier d'humoriste et après il y a eu plein de signaux qui font que je me suis dit bah allez, il faut que je monte ce spectacle. La salle du Spotlight à Lille m'a fait confiance et j'ai assez vite présenté mon spectacle à peu près 8 mois après avoir commencé, qui est dans le monde du stand-up une écriture assez rapide qui fait que le spectacle qu'on présente est forcément pas terminé parce qu'il faut... je sais plus qui disait ça, mais il y a un humoriste qui dit qu'il faut jouer au moins 100 fois son spectacle avant de se dire qu'il est peut-être vers un objet fini. Voilà. D'accord, donc vous dites que ça s'est bien passé pour vous, mais on sait que tous les humoristes en ont. Est-ce que vous pouvez raconter votre plus gros bide ? Bien sûr, mais j'en ai eu. Alors j'en ai très peu parce que je suis excellent sur scène. Venez me voir. Non, j'en ai évidemment. Il y a un humoriste américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Jim Jeffries qui explique que en fait quand on est humoriste. La différence entre un humoriste et quelqu'un de bourré qui a des choses à dire, c'est un micro. Et en fait, il se trouve qu'un jour, j'ai joué dans une salle et il n'y avait pas de micro, alors que c'est un peu le truc du stand-up d'avoir un micro pour faire son texte. Et du coup, j'ai joué et effectivement, mon personnage, quand j'ai pas de micro, il marche pas du tout. On dirait juste que j'ai des trucs à dire et que je suis pas tellement content d'être là. Et du coup, ça a vraiment pas marché du tout. J'ai joué dans un silence complet. Voilà. Et alors, c'est des trucs vraiment où sur le coup, tu sors de scène, tu as envie de mourir complètement, hein. Tu te dis je vais arrêter ce métier en fait et finalement le lendemain tu retournes sur scène et ça se passe bien et là pour le coup j'aime bien mettre tout ça derrière l'absence de micro mais il y avait peut-être autre chose qui marchait pas ce soir là mais ça arrive, surtout que je propose un univers assez absurde, assez décalé et ça plaît ou ça plaît pas clairement, enfin c'est ça le jeu quoi. Voilà. Ça doit être dur. Et donc votre blague préférée ? Alors ma blague préférée, je vais vous en dire une, c'est pas, ça va pas vous faire normalement hurler de rire, mais j'aime bien l'humour un peu technique et aux États-Unis on appelle ça, la line, la one line. Il y a des one-liners, c'est-à-dire ça consiste à faire une phrase et le but c'est d'avoir un rire à chaque phrase. Et il y a des one-liners très connus et il y en a un qui s'appelle Neil Brennan que j'aime beaucoup. Et en fait, le but, c'est de un peu tourner le cerveau dans tous les sens. Là, je vais dire celle de Neil Brennan que j'aime bien, parmi d'autres. Hein, mais il dit moi, je suis végétarien, mais je ne me considère pas comme le meilleur végétarien du monde parce que je porte des ceintures en cuir et parce que je mange de la viande tous les jours. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, David. Merci. Et merci beaucoup Thomas, merci Laura. Notre émission touche à sa fin et c'est l'occasion de remercier toute l'équipe du Labo Média qui a fourni un travail conséquent pour que vous puissiez passer un bon moment. Mais tout cela n'aurait pas pu être possible sans la participation de nos invités, venus exclusivement pour nous présenter leur art. L'art de la musique pour le groupe lillois Pop Mascara et pour 2 groupes de rock, Elie Pichard ainsi que Abtent. Et l'art du rire grâce à l'humoriste Thomas Dezer. Merci. Merci à tous. L'art du savane aussi, je préfère le dire quand même. Merci à tous et bonne soirée.